Bonjour. 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 Alors, j'ai vu, Romain, sur ton blog de droit électoral, une annonce sur ce projet JAD. Je me suis demandé ce que c'était, surtout qu'il y a un décret éponyme sur le contentieux administratif. Et puis, j'ai trouvé ça absolument passionnant. D'abord, c'est une recherche et qui a donné lieu ou va donner lieu à d'assez nombreuses publications, c'est ça? Oui, effectivement, on a déjà publié un article inaugural du projet de recherche pour expliquer notre objet dans l'AJDA. Là, cette année, donc à l'automne 2024, on a un article qui va paraître dans Jurimétrie, et puis ensuite deux articles qui vont paraître en janvier et en mars dans la Revue française de droit constitutionnel, où justement on présente les principaux résultats du projet Justice algorithmique des élections. Et qu'est-ce que, techniquement, dans son architecture et ses buts, ce projet JAD? Alors, le point de départ du projet justice algorithmique des élections, c'est une interrogation sur la notion de sincérité du scrutin, et notamment la question problématique de l'écart de voix, puisque voilà, tous les avocats qui font du droit électoral ou tous les juges qui pratiquent le droit électoral savent que pour déterminer si la sincérité du scrutin a été respectée ou pas, le juge et les avocats se réfèrent beaucoup à la notion d'écart de voix. Et en fait, l'idée initiale de ce projet, c'était d'essayer de voir si on pouvait établir une définition rationnelle, en fait, objective, scientifique de cet écart de voix, sachant que en la matière, il y a des controverses doctrinales. C'est-à-dire qu'en doctrine, il n'y a pas de point d'accord pour savoir s'il y a un écart de voix scientifiquement démontré ou non. Il y a des auteurs qui considèrent qu'il n'y a pas de rationalité de l'écart de voix. C'était par exemple la position de Jacques Robert, ancien membre du Conseil constitutionnel, ou de Bernard Maligny à l'époque, et d'autres qui estiment au contraire qu'il y a une forme de rationalité. Et c'était plutôt mon cas à l'origine. Et c'est ce que j'ai d'abord essayé de démontrer dans le cadre d'articles traditionnels, et ensuite qu'on a souhaité développer grâce à des techniques plus scientifiques, et notamment grâce au recours à l'intelligence artificielle. Et on a découvert au fur et à mesure de nos recherches que cette question était d'autant plus importante qu'il existe en parallèle des travaux en économie du droit, donc qui ont été publiés dans des revues américaines, et qui, eux, prennent parti pour la thèse de l'absence de rationalité du critère de l'écart de voix. C'est-à-dire que selon ces travaux de Raphaël Franck notamment, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État n'utilise pas vraiment l'écart de voix, contrairement à ce qu'ils veulent bien indiquer dans leurs décisions. Donc cet enjeu est aussi important, à la fois en droit français, mais aussi en littérature internationale. Et pour le trancher, voilà, on a voulu utiliser les techniques contemporaines de justice algorithmique, et c'est comme ça qu'est né le projet justice algorithmique des élections. Oui, donc on retrouve une démarche normale, classique de la démarche scientifique. J'émets une hypothèse et je me donne les moyens d'un corpus scientifique pour démontrer, confirmer ou infirmer cette hypothèse. Mais ça me conduit à une autre question, c'est quelles ont été la base et les méthodes de travail, les difficultés à surmonter, et j'ajouterais comment bâtir une méthode et un outil qui ne soit pas biaisé en fonction des présupposés de leurs concepteurs quant à l'hypothèse initiale de travail. Alors, notre hypothèse initiale sur ce point, c'est qu'on connaît un chemin de justice algorithmique qu'on retrouve un petit peu partout, avec de nombreuses difficultés. Et c'est d'ailleurs l'objet du travail de thèse d'Ali Hafsawi, d'essayer de déterminer justement quel est le chemin de cette méthodologie de justice algorithmique. Peut-être peut-elle nous en dire quelques mots, justement, en remettant son micro. Mes excuses. En effet, je travaille sous la direction du professeur Romain Rambaud sur l'hypothèse qu'il existe une méthodologie globale du développement de la justice algorithmique, au sens où la plupart des acteurs suivront le même chemin selon le regard de l'objectif qu'ils se sont choisis, qui est contraint à la fois par des principes techniques. On est contraint par les techniques et les outils qu'on a accessibles au moment donné, et par des contraintes juridiques, donc tout le cadre normatif qui peut l'entourer, du début de la politique d'open data à toutes les questions, par exemple, de respect des données à caractère personnel, interdiction de l'automatisation de prise de décision, prohibition de certaines analyses, ainsi de suite. Et donc, l'idée, c'est de questionner ce chemin global pour en déterminer les avantages, inconvénients et les perspectives pratiques de la justice algorithmique.
Je note que vous êtes parti des bases des informations que l'on avait. Est-ce que on a la possibilité rapidement de nous les décrire et d'évoquer les méthodes de travail et les difficultés concrètes que vous avez eues collectivement à surmonter à cette occasion? Alors moi, je peux peut-être parler de la manière dont on a monté la base de données et effectivement des difficultés qu'on a rencontrées. Donc pour réaliser ce travail, la première chose à faire, c'était de récupérer et d'agréger au sein d'une même base de données 2 sources de données différentes, c'est-à-dire les décisions de justice du Conseil constitutionnel, qui sont une série de fichiers au format XML, et les résultats des élections législatives pour toute la Ve République, qui sont sous forme d'un certain nombre de fichiers Excel, de tableurs, avec des formats un petit peu variés. Donc le principe, ça a été de remodeler ces données au sein d'une base dite relationnelle, d'une même base, et surtout d'arriver à établir un lien entre une décision de justice et l'élection qui correspondait. Donc une fois ce travail réalisé, d'un point de vue informatique, on a pu extraire des tableaux de données pour justement réaliser en aval des analyses statistiques. Et donc, on a pu effectivement, pour une décision de justice, extraire en regard des informations complémentaires et notamment les écarts de voix, le caractère sortant d'un candidat. Et voilà, on a extrait des métriques qui correspondaient à presque chaque décision de justice. En se fondant sur des échantillons statistiques ou sur l'intégralité des données que vous avez évoquées tout à l'heure? Nous nous sommes fondés sur quasiment l'intégralité des données. Au niveau des décisions de justice du Conseil constitutionnel, en open data, sur Recherche DataGouv, on peut récupérer toutes les décisions de justice et sélectionner assez simplement celles qui sont du ressort des élections législatives ou sénatoriales. Du point de vue des résultats des élections, on a presque tous les résultats avec quelques trous de données qui ne sont malheureusement pas disponibles en open data. Mais nous avons quasiment l'intégralité des données. Face à moi, que vous m'avez adressé un magnifique modèle physique de données où on voit je vais utiliser des termes de néophyte, les embranchements ou les interconnexions entre fichiers ou sous-fichiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et est-ce qu'on est sur quelque chose qui, somme toute, est simple et robuste, ou est-ce qu'on est sur quelque chose de très complexe et sophistiqué? Et ça vous a pris combien de temps à tous, tout ceci? Alors, on est à la fois sur quelque chose de complexe et sophistiqué et de simple à requêter. Et c'est là toute la difficulté de faire un modèle de données à partir de 2 sources différentes qui va être assez généraliste pour qu'on puisse l'interroger suivant différentes optiques. Voilà, du point de vue du modèle de données. C'est, disons, une composante du développement informatique de base de données assez importante. Et pour demain, un accès... Pardon. Ce que je peux préciser peut-être, Eric, c'est que ce travail de construction de cette base de données a été rendu relativement aisé par le fait que les données du Conseil constitutionnel sont très bien préparées à l'informatisation. Le Conseil constitutionnel fait un travail au niveau de son service de documentation qui est salutaire, puisqu'en fait, le Conseil constitutionnel anticipe de potentielles utilisations informatiques de ces données. Et dans ces décisions, il y a de nombreuses métadonnées qui facilitent le traitement informatique. Et également, la façon dont le Conseil constitutionnel classe les décisions ou classe les solutions facilite ce travail. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle, à ce stade, le projet JAD n'a produit de véritables résultats qu'en matière d'élections législatives. Parce que lorsqu'on essaie de faire le même travail au niveau de la jurisprudence administrative, c'est beaucoup plus complexe parce que les métadonnées de la juridiction administrative sont beaucoup moins exhaustives que celles du Conseil constitutionnel et ça rend les choses beaucoup plus difficiles, de telle sorte que, on y reviendra peut-être, mais si on voulait faire le même travail avec la justice administrative, on serait obligé de recourir à des techniques informatiques beaucoup plus perfectionnées qui, elles, relèveraient vraiment de l'intelligence artificielle au sens du traitement automatique des langues, alors qu'on a réussi à faire ce travail sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel avec des méthodes informatiques qui ne relèvent pas nécessairement de l'intelligence artificielle. Un mot pour dire qu'effectivement, on ne dira jamais tout le bien qu'il faut exprimer à propos, de la base de recherche en ligne du Conseil Constit, deux, des tables qui sont absolument monstrueuses, donc il vaut mieux les télécharger en PDF, mais
qui sont remarquables et du travail fait en amont. Et pour le juge administratif, effectivement, on a des données intégrales uniquement depuis l'open data des juridictions administratives, qui est quand même assez récent, et qui passe par des trucs zippés, enfin c'est à pleurer. En tout cas, ça n'est pas d'un usage aisé pour le commun des mortels qui ne voudrait pas s'y adonner un très grand nombre d'heures. Donc sur les juridictions administratives, effectivement, on a du mal à accéder aux sources, indépendant même du traitement en aval ensuite par l'IA. Sur ce travail sur le conseil constitutionnel, ça vous a pris combien de temps, tous les uns les autres, là, depuis combien de temps? À la louche? 1 an et demi. 1 an et demi. Un travail complet, je pense que moi, j'y ai passé en tout cumulé peut-être plus de 4 mois de développement informatique. À cela, il faut ajouter, où c'est inclus, on peut inclure l'encadrement des stagiaires qui ont réalisé un super travail aussi. Donc, on a eu un premier stagiaire qui a travaillé vraiment sur un premier jet de la base de données qui nous a permis d'avoir un premier résultat. C'était un stage de 3 mois. Puis un deuxième stagiaire qui a affiné, qui a fait un travail de visualisation des données. Donc voilà, pour la partie base de données. Donc en cumulé, c'est peut-être 6 mois de développement informatique. Et on va à terme pouvoir avoir une consultation en ligne directe, ou est-ce que ça va être intégré dans les outils, est-ce que ça va être intégré dans les outils du Conseil constitutionnel, ou tout simplement, il est peut-être un petit peu trop tôt, non pas pour poser la question, mais pour y répondre? D'un point de vue des développements, on a déjà une petite consultation en ligne qui serait possible. Mais indépendamment de ces questions d'outils et d'accès logiciel de développement informatique, il y a d'autres questions plus délicates de RGPD pour lesquelles je pense que mes collègues ont plus d'informations à donner que moi. J'ai peut-être une question là-dessus, effectivement, puisque si on part de décisions qui ont été anonymisées en bonne et due forme et qui sont des décisions de justice, les questions de RGPD me surprennent un peu plus, mais peut-être pouvez-vous m'en dire plus? Alors, l'anonymisation des décisions de justice est une tâche de Sisyphe, complexe, voire impossible. On peut remarquer tout un tas de problèmes dans l'anonymisation. C'est un coût qui est très, très important de la part des juridictions et qui est dans tous les cas quasiment imparfait et impossible à réaliser de leur part. Et c'est des techniques de traitement automatique du langage pour une anonymisation complète qui, en vrai, sont extrêmement avancées. Et malgré la participation d'État Lab et l'investissement à la fois du Conseil d'État et de la Cour de cassation, ça n'a pas été réalisé. Ça n'a pas été réalisé de manière assez satisfaisante pour qu'on puisse échapper à la juridictionnalité du RGPD dans notre cas. Dans le cas du Conseil constitutionnel, on a un cas qui est particulier, c'est qu'en réalité, le Conseil constitutionnel n'anonymise pas ses décisions, ne pseudonymise pas. Il n'y a aucun travail qui est fait de camouflage des données à caractère personnel dans ses décisions en matière de contentieux électoral, notamment parce qu'aucune norme ne prévoit cette obligation. Concernant l'ouverture de la base de données, on est dans une politique d'open science à la fois dans le projet JAD, à la fois au niveau de l'Université Grenoble-Alpes et le gouvernement, l'État français, l'État en France, dans sa globalité, cherche cette ouverture des données. Donc, on a pour perspective d'ouvrir la base. Néanmoins, on aura probablement un travail de pseudonymisation pour camoufler des données, même si la question du droit à l'information au global, dans le cas du contentieux des élections politiques, qui est un contentieux éminemment citoyen et éminemment public, se pose au regard de l'équilibre par rapport à la protection de la vie privée des candidats. Déjà, moi, à mon niveau, comme beaucoup d'autres personnes, je me retrouve à plusieurs fois par mois, peut-être en moyenne 1 fois par semaine, envoyer un mail pour signaler, soit au gestionnaire, soit au Conseil d'État de la base Ariane, soit sur différentes juridictions, sur leur propre site, qu'il y a des problèmes de non-anonymation de personnes physiques. Et question suivante, est-ce que les résultats obtenus, certes sur une base qui ne permet pas de comparer ce qu'en fait le Conseil constitutionnel et ce qu'en font les juridictions administratives,
ce qui est évidemment ce que j'attendrai avec gourmandise. Mais est-ce que les résultats obtenus doctrinalement pour vous sont plutôt confirmatifs ou correctifs des idées que l'on se faisait en la matière? Donc, pour répondre à la question de l'écart de voix, nous avons tracé des graphiques où nous représentons chaque décision d'annulation par un point et nous représentons l'écart de voix entre les candidats les candidats arrivés au premier ou au second tour en fonction de l'écart de voix entre les candidats au 2 et 3 au premier tour. Et ce que nous pouvons remarquer, c'est que la plupart des points se concentrent soit dans la région du plan où l'écart de voix entre les candidats 1 et 2 au second tour est faible, c'est la partie qui est au bas des graphiques, soit l'écart de voix entre les candidats 2 ou 3 au premier tour est faible, c'est-à-dire la partie à gauche du graphique. Et donc, nous sommes capables d'affirmer que la totalité des écarts de voix, de ce minimum entre ces deux écarts de voix, est inférieur à un certain seuil. Nous avons procédé de la même manière pour les écarts de voix, non plus en valeur absolue, mais cette fois-ci en pourcentage des suffrages exprimés. Et nous avons obtenu des résultats similaires à 2 points près, qui sont des points atypiques, mais que nous avons tout à fait pu expliquer juridiquement. Ils correspondent en fait à des cas qui ne correspondent pas, pour lesquels on peut trouver des explications juridiques à ces données sur les écarts de voix. Et une fois si j'essaie de reformuler ce que vous venez de me dire, est-ce que je me trompe si je dis, allez, globalement, j'ai bien des nuages de points cohérents qui prouvent que l'altération de la sincérité du scrutin va bien s'apprécier à l'aune, au trébuchet du nombre de l'écart de voix, mais j'ai quelques anomalies statistiques, mais qui correspondent à des cas où c'est un écart de voix un peu plus fort, mais qui peut entraîner néanmoins la censure de l'élection, parce que le vice, en revanche, l'erreur commise, l'altération enfin, le non-respect des règles était tel que je joue à la marge et qu'un écart de voix identique peut conduire à un résultat différent quand l'erreur est énorme, mais le maître étalon reste bien l'écart de voix, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. En fait, on a pu établir des seuils aussi bien en valeur absolue qu'en valeur relative, en dessous pour lesquels on peut affirmer que l'écart de voix, le plus petit écart de voix entre les candidats 1 et 2 au second tour et les candidats 2 ou 3 au second tour sont inférieurs à ces seuils. Si je peux me permettre de compléter, Oui. donc on arrive effectivement à démontrer cela, c'est-à-dire que quand il y a annulation, c'est qu'il y a dans la quasi-totalité des cas effectivement un écart de voix faible entre le premier et le deuxième au second tour, ou entre le deuxième et le troisième au premier tour. Et les cas extrêmes dont on parle, ils sont effectivement tout à fait explicables juridiquement, et c'est même plus convaincant que cela, parce que ce sont des cas où soit le grief entraîne l'annulation indépendamment de l'écart de voix. Je pense par exemple à l'inéligibilité, typiquement, où effectivement elle est automatique, peu importe l'écart de voix. Et les deux cas extrêmes qu'on a identifiés en termes de pourcentage des suffrages exprimés, c'était sur les annulations des députés des Français de l'étranger, où il y avait des dysfonctionnements massifs sur le vote électronique. Donc on est dans des hypothèses tout à fait particulière et tout à fait justifiée juridiquement. Et il y a même des cas qu'on trouvait un petit peu élevés par rapport à notre ordre de grandeur, qu'on a réussi vraiment à justifier en fonction des circonstances de l'espèce. Et c'est typiquement des cas où l'écart de voix nous paraissait un petit peu élevé par rapport à notre référentiel, mais où dans les circonstances de l'espèce, c'était tout à fait justifié, parce que, par exemple, on avait la distribution de 950 tracts diffamatoires, et où on pouvait quantifier exactement l'étendue en fait de l'irrégularité par rapport à l'écart de voix. Et ça nous permet d'établir des chiffres assez précis, notamment sur ce qu'on appelle les quartiles en statistique. Mais je laisse Frédéric Le Tuer expliquer le système des quartiles en statistique. Alors, juste avant, donc oui, donc c'est intéressant, c'est-à-dire que même quand on est sur ce qui semblerait de prime abord une anomalie en écart de voix, ce n'est pas nécessairement parce que la faute fut grande, ce qui était ma supposition, et dans certains cas me semble correspondre à mon expérience,
Mais c'est aussi que on revient en réalité quand même à l'écart de voix parce que le nombre de voix qui ont pu être détournées d'un vote sincère était ainsi calculable. D'accord. Mais alors justement, moi, ça nous conduit. Pardon. Non, effectivement, dans des cas de fraude massive où le juge électoral ne peut rien contrôler, on va se retrouver dans des situations comme ça, mais ce n'est pas nécessairement ce qui ressortait le plus, en tout cas des analyses statistiques qu'on a faites de notre côté. Intéressant. Et alors, justement, ces explications en matière de quartile et question complémentaire, les gens qui, comme moi, découvrent tout ceci, voient s'afficher à l'écran 3 tableaux, donc sur les écarts de voix entre candidats 2 et 3 au premier tour. Et peut-être que ces tableaux qui sont donc un petit peu différents entre les trois, peuvent appeler quelques explications de votre part, madame, faire mes remerciements. Et en mettant le micro. Le graphique à gauche représente les écarts de voix entre les candidats 1 et 2 au second tour en fonction de l'écart de voix entre les candidats 2 et 3 au premier tour. Donc, chaque point correspond à une décision d'annulation. Et ce qu'on voit, c'est que la majorité des points se concentrent soit en bas du graphique, soit à gauche du graphique. Donc ça signifie qu'au moins un des deux écarts de voix est en dessous d'un certain seuil. Pour le graphique du milieu, c'est le même type de graphique, mais cette fois-ci en pourcentage des voix. Et en fait, on voit un peu le même schéma se profiler, à l'exception de 2 points qui correspondent justement à des cas où on peut expliquer l'annulation par d'autres critères que l'écart de voix. Et une fois qu'on a ôté ces 2 points, on obtient le graphique de droite, où cette fois-ci, on a pu à nouveau matérialiser en fait un seuil en dessous duquel se trouvent les écarts de voix en pourcentage cette fois-ci. Et donc, d'un point de vue numérique, ce qu'on peut affirmer, c'est que les 3/4 des décisions d'annulation avaient un écart de voix inférieur à 281 et à 1,4% des suffrages exprimés. Frédéric, peut-être que tu peux expliquer la projection, la ligne grise et les points qui sont sur la ligne grise. Alors, en fait, sur la droite qui est en diagonale sur les graphiques correspond en fait à la projection nous avons projeté sur cette droite chacune des décisions pour obtenir en fait le minimum entre ces 2 écarts de voix. Et on peut retrouver sur les graphiques suivants la distribution de ces points-là à travers ce qu'on appelle un box plot, ou une boîte en moustache en français. Et en fait, sur ce graphique, on a la moitié des données qui sont à l'intérieur de la boîte et 1/4 au-dessus de la boîte, 1/4 en dessous de la boîte. Donc, c'est à partir de ceci. Donc, les quartiles sont matérialisés par le bas de la boîte, le segment en noir au milieu et le haut de la boîte. Et c'est à partir de ceci qu'on extrait en fait des chiffres qui nous paraissent significatifs. Donc, en particulier, le fait que les 3/4 des cas d'annulation avaient une valeur absolue d'écart de voix, au moins une des 2 écarts de voix inférieurs à 281. Et en pourcentage, on peut affirmer que les 3/4 des décisions de justice avaient un pourcentage inférieur à 1,4%. À contrario, enfin, je veux dire, c'est encore plus clair quand on voit le négatif pour prendre une image photographique, c'est-à-dire l'écart de voix dans les décisions de rejet. Là, vos graphiques montrent un regroupement des points qui semble assez, je ne sais pas si le terme est correct en statistique, mais qui semble assez cohérent, assez rapproché géographiquement. Oui, tout à fait. On sent qu'il y a une concentration de la distribution sur de faibles valeurs des écarts de voix. Oui. Maintenant, il y a les frustrations du juriste face à ça. C'est sur les écarts de voix, on est très content. Et comme on est sur des domaines
où nous, dans nos argumentations, on va toujours piocher les 5, 10, 15 ou 20 jurisprudences qui nous arrangent en camouflant, en espérant qu'en face, ils ne verront pas celles qui sont en sens contraire. Là, vous pouvez donner une certaine objectivation de ce qui va se faire, au détriment parfois de l'art ou de la mauvaise foi de l'avocat, mais bon, tant pis, on apprendra à jouer avec. Mais du coup, on s'attend à la même chose dans des domaines qui sont également peut-être modélisables. Alors, sur les sanctions d'inéligibilité, on pourra en discuter quand je les évoque, parce qu'il peut y avoir quand même des cas où le juge est plus ou moins sévère, mais c'est sur les comptes de campagne, les écarts de pourcentage après réintégration ou en compte des ou en pourcentage surtout de dépassement des plafonds, que là on pourrait obtenir des éléments statistiques intéressants. Est-ce que vous envisagez de vous y mettre ou est-ce que vous avez besoin d'abord de digérer tout ceci avant d'aborder cette autre phase? Alors, on a d'autres types de statistiques. Là, on s'est concentré sur l'analyse de l'écart de voix, mais on a aussi réussi à établir des statistiques un petit peu générales, en fait, du contentieux électoral, qui sont d'ailleurs extrêmement confirmatives de ce qu'on sait déjà. Autant sur l'écart de voix, il y avait une controverse et les travaux permettent de régler cette controverse. On ne peut pas dire qu'il y avait déjà un accord en doctrine sur l'écart de voix pertinent. Autant sur les différentes dimensions du contentieux électoral, c'est extrêmement confirmatif. Mais on apprend par exemple à quel point on se rend compte peut-être à quel point le contentieux des comptes de campagne est dominant quantitativement, par exemple dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et le sera de plus en plus. Donc on voit effectivement, on a la distribution entre les décisions d'inéligibilité, celles selon lesquelles il n'y a pas lieu à prononcer l'inéligibilité. Donc, on a un ensemble de statistiques qui reste très général. La difficulté pour les autres contentieux, mais c'est aussi le cas pour, y compris le contentieux des protestations électorales, c'est qu'à ce stade, on a du mal à rejoindre, à relier les griefs précis qui sont appliqués dans les protestations électorales ou dans les contentieux de compte de campagne avec les écarts de voix ou d'autres données. Parce qu'on a du mal à lire automatiquement les décisions de justice, en réalité. Il faudrait pour le faire aller très loin dans l'analyse et le faire manuellement. Et en fait, ça, c'est une de nos grandes difficultés. C'est la même chose aussi pour la jurisprudence administrative. C'est que, sauf à faire tout manuellement, ce qui prendrait énormément de temps, il faut qu'on trouve des moyens d'automatiser ou de semi-automatiser en fait la lecture des décisions de justice. Et là, on rentre dans des problématiques d'intelligence artificielle parce qu'on rentre dans les problématiques de traitement automatique des langues. Et à partir de ce moment-là, il faut être en capacité de mobiliser des moyens informatiques qui sont très importants. Donc, pour l'avenir, pour ces analyses-là, il nous faudrait davantage de moyens et davantage de moyens informatiques notamment pour essayer d'automatiser l'analyse. Question justement, l'avenir, quel sera l'avenir de cet outil, ses mises à jour, on l'évoquait tout à l'heure, sa possible mise en ligne. Alors, il y a plusieurs choses. Concernant l'outil en lui-même, on est pour le moment uniquement sur un site de visualisation. Donc, on a quelque chose qui permet de décrire au mieux la structuration du contentieux, comme l'évoquait le professeur Rambaud, à la fois quels sont quantitativement les plus gros contentieux, mais aussi pouvoir visualiser les écarts de voix, ainsi de suite. On est pour le moment surtout sur des statistiques qui sont dites descriptives, donc on décrit le contentieux. Il y a deux grandes ouvertures derrière. La première, ce sera d'un point de vue recherche, nous, notre possibilité de tester d'autres méthodes dites algorithmiques pour pouvoir continuer nos recherches. En effet, pour le moment, on pourrait rentrer dans des statistiques qu'on dirait prescriptives et on a tout un tas de méthodes de classement, d'analyse du contentieux qu'on n'a pas utilisées. On peut par exemple penser aux arbres de décision, qui sont des méthodes d'algorithmes apprenants qui, à base de données, créent des réseaux de neurones afin d'essayer de retrouver les variables explicatives qui permettent de prendre cette décision. On peut avoir aussi des classifications hiérarchiques afin de hiérarchiser les critères les plus importants par rapport à d'autres, avec une hypothèse qui pourrait être que le critère hiérarchiquement le plus important est l'écart de voix, mais qu'il y ait une importance sur le caractère de sortant ou non. C'est une hypothèse qui est donnée de cette manière-là et qu'il nous reste encore à vérifier. Donc, on a d'autres méthodes, notamment parce que d'un point de vue de test sur les méthodes algorithmiques, il y a un intérêt à ne pas se limiter à une seule méthode, mais bien à avoir une perspective qui est assez large, qui est assez variable,
afin qu'on puisse véritablement comparer les avantages, les inconvénients et l'effectivité, l'efficacité de chacune de ces méthodes d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue de temps que nous, ça nous prend. Donc, en fait, il y a trois grands critères d'évaluation des méthodes algorithmiques, à mon sens, aujourd'hui. Le premier, ce serait la capacité formelle qu'on a en droit de les mettre en place. Exemple typique, on ne peut pas utiliser de véritables méthodes de big data, on n'a pas assez de données de base, on ne pourra pas répondre aux critères exigés. Le deuxième, c'est la pertinence juridique des méthodes qu'on a utilisées. On obtiendra toujours une réponse à la fin, mais vérifier que juridiquement, on n'est pas en train de déformer le droit ou ce qui a été dit avec l'impression qu'on a obtenu quelque chose de réel. Et la troisième, c'est le coût en temps qui est pris. Et ça, je rebondis à nouveau sur ce qu'a dit M. Rambaud, notamment une des méthodes qu'on voudrait expérimenter, c'est celle du traitement automatique des langues, donc qui en fait correspond à une vectorisation des textes afin de pouvoir les lire automatiquement, les classer automatiquement. À l'heure actuelle, c'est la méthode qui est utilisée dans l'anonymisation des décisions de justice qui sont publiées. Or, c'est ce qui est appelé généralement un travail du clic très important. Donc, c'est beaucoup d'êtres humains qui ont pris leurs décisions, qui les ont annotées petit à petit afin de construire une base de données annotée pour pouvoir apprendre. Or, à l'heure actuelle, en droit, c'est nécessairement des personnes qui sont diplômées à minima d'un master en droit afin de s'assurer, et de nombreuses relectures mises en accord sur des points très précis. Et c'est une des raisons, par exemple, qui a pu bloquer ou ralentir, et d'ailleurs qui a mené à l'annulation du projet DataJust qui visait à analyser les préjudices corporels dans la jurisprudence en civil. Donc c'est un véritable verrou technologique et c'est un coût humain assez important, mais ça pourrait être une de nos perspectives d'un point de vue pure recherche dans le cadre du projet JADA. Sur les mises à jour de données, peut-être d'un point de vue un petit peu plus technique, mais donc les données, nous, on s'est arrêté à avril 2024, mais les données, elles continuent à être publiées. Donc, il y a toujours un travail à faire pour continuer à alimenter la base en nouvelles données. Alors, on peut attaquer un travail d'automatisation de ces mises à jour, mais il y a quand même toujours une partie manuelle à faire de vérification des données. Donc, derrière, ça pose des questions de moyens informatiques qu'on met derrière ces projets. Parce que, voilà, souvent, il y a des moyens informatiques au moment du développement des projets. Et après, pour la maintenance, c'est plus problématique, en fait. Donc, c'est vrai que c'est, en fait, une question assez importante. Pour l'instant, vous n'êtes que sur la donnée Assemblée nationale, ou est-ce que vous avez pris également le Sénat? Parce que les deux peuvent être proches si on parle en pourcentage d'écart de voix, mais en nombre de voix, c'est évidemment très différent. Alors qu'à l'Assemblée nationale, il y a des écarts, mais bon, en théorie, moins énormes. Donc vous avez intégré le Sénat ou pas? Alors, dans la partie de base de données qui concerne les décisions de justice, on a toutes les décisions de justice du Sénat parce qu'elles sont disponibles, elles sont faciles, relativement faciles à intégrer. Ce qui demande un petit peu plus de réflexion, c'est comment on relie ces décisions aux résultats des élections, parce que le mode d'élection du Sénat n'est pas le même que le mode d'élection des législatives. On a le même problème d'ailleurs pour les élections de 86, sauf erreur, où c'était pas le même mode d'élection et on ne peut pas vraiment calculer d'écart de voix pour une circonscription donnée. Donc là, en fait, on a les données potentiellement, mais on a un petit travail de réflexion à mener pour voir quelle métrique on veut en extraire et quel calcul on mène sur ces données, qui n'ont pas tout à fait la même nature au niveau des élections. Et puis pour le Sénat, ça dépend même des départements pour ce qui est du mode de scrutin. Voilà, Donc, et puis, vous avez, je crois aussi, deux choses qui peut-être vous sont face à vous. C'est peut-être d'abord des recherches de financement déjà faites ou en attente, d'une part. Bonjour les financeurs, ils sont très bien. Et deuxième chose, est-ce que vous avez envisagé de coupler ceci avec des recherches IA qui n'est pas que un phénomène de mode, on est sur des choses qui commencent à avoir des résultats concrets assez intéressants. Je vais répondre à cette question. Alors, c'est vrai que nous, comme on essaye de respecter la logique de recherche transparente, ouverte, et qu'on souhaiterait
ouvrir la boîte noire aussi de ces méthodologies-là, puisque parfois ces méthodes-là, elles sont utilisées par des legal tech qui ont développé des solutions qui financent beaucoup, par exemple, le traitement automatique des langues, alors que la dynamique dans laquelle on se trouve, nous, c'est plutôt de la recherche ouverte. Donc l'objectif, c'est d'expliquer comment ça fonctionne et précisément pas de tomber dans le secret des affaires, par exemple, parce que c'est aussi important du point de vue des principes fondamentaux de la justice, la transparence, le contradictoire, l'égalité des armes. On sait que le CNB ou le barreau de Paris vient de décider de financer l'accès à un logiciel d'IA à des avocats qui n'ont pas forcément le moyen de se les payer. Donc, il y a derrière ces problématiques d'accès à l'IA de très nombreuses questions qui résonnent avec les principes fondamentaux du droit. Et nous, pour régler cette difficulté, on a décidé d'avoir une démarche de recherche scientifique ouverte et donc principalement publique. Et effectivement, dans ce cadre-là, il faut obtenir des financements et ce n'est pas nécessairement évident, voire peut-être impossible pour des structures publiques de recherche de tenir la comparaison en termes d'investissement, notamment en ressources humaines, par rapport à des grosses entreprises privées d'édition juridique qui viendraient se spécialiser là-dedans. Par exemple, un post-doctorant en informatique sur 3 ans, ça coûte presque 300 000 € à lui seul, c'est-à-dire le budget en fait, d'un projet de recherche pour un post-doctorat en informatique, là où des entreprises privées vont pouvoir recruter peut-être des dizaines d'informaticiens, voire plusieurs dizaines d'informaticiens pour faire ce travail. Donc, c'est vrai que ça semble assez vertigineux comme objectif, mais c'est nécessaire probablement pour la poursuite d'un certain nombre de principes fondamentaux du droit, en tout cas d'être capable d'expliquer un minimum comment ça fonctionne. Donc je dirais voilà pour la partie relative au financement. Alors, sur la question de l'IA, et je laisserai mes collègues compléter, c'est vrai qu'à ce stade, nous, on a déjà un verrou sur une première étape qui est le traitement automatique des langues. Donc, pour l'instant, c'est difficile d'aller sur des méthodologies d'IA type IA générative, par exemple, ou ce genre de choses. Et par ailleurs, assez paradoxalement, quand on fait de la recherche publique, on n'est pas nécessairement aidé sur ce type de sujet, puisque, par exemple, dans les universités publiques, vous pouvez avoir des réticences à vous abonner à ChatGPT, par exemple. Donc, ça va rendre difficile le fait de faire des tests sur ChatGPT, mais ça peut aussi être vrai pour l'abonnement vis-à-vis de certaines legal tech, par exemple. Je me permets de compléter cette réponse. On est déjà en réalité dans une perspective d'IA par rapport à toutes les questions de traitement automatique des langues qui sont aujourd'hui d'ailleurs l'un des secteurs les plus dynamiques de l'IA. On l'a vu avec l'explosion médiatique de ChatGPT, mais pas que. Donc, ça le fait. On a plusieurs perspectives dans cette approche-là pour l'intelligence artificielle. Les premiers, en fait, ça dépend de la variabilité d'outils. En réalité, on peut distinguer dans un premier temps les méthodes qu'on utilise et d'autre part les outils qu'on veut créer. Il y a tout un tas d'outils d'intelligence artificielle qui pourraient être intéressants. Typiquement, avec le développement de l'IA générative, on peut voir se développer des perspectives de résumer des décisions de justice ou de résumer un contentieux, un texte très important, pour que ce soit plus simple à lire dans la masse de données. Factuellement, à l'heure actuelle, les recherches, même d'un point de vue informatique, sont assez contradictoires sur la qualité, avec de nombreux défauts à avoir et coûtent très cher sur des données qui ne sont pas facilement accessibles. Donc, on se retrouve à nouveau face à un verrou financier, juridique et technologique sur la pertinence, en tout cas sur l'efficacité de la pertinence, mais on pourra avoir des pistes. Par exemple, mais on pourra avoir des pistes, mais pas seul, difficilement tout seul et sans tomber dans le privé. Ça fait que le chemin est en réalité assez étroit. Je pense, sauf si on oublie quelque chose, qu'on s'approche de la fin et je vais vous demander à chacun, mais de manière très brève, de me dire ce que vous avez appris en tant qu'expérience humaine et scientifique de cette expérience et ce en quoi ça change vos envies de recherche universitaire et voire de pratique pour les mois et années à venir. À titre personnel, ce que je retiens de ce projet de recherche, c'est la puissance scientifique de la pluridisciplinarité et plus encore de l'interdisciplinarité. Et je pense que ce qui est intéressant avec le projet JAD, c'est qu'on a fait de la véritable interdisciplinarité scientifique.
entre les juristes, les informaticiens, les statisticiens, les spécialistes de sciences du langage, et après, quand on abordera d'autres variables comme les nuances politiques, les politologues, etc. Donc, il y a une véritable interdisciplinarité. Ce n'est pas un travail de superposition de compétences des uns et des autres, c'est vraiment un travail d'imbrication des compétences des uns et des autres. En fait, on passe notre temps à s'attendre les uns les autres, mais c'est seulement ces méthodes-là et leur imbrication qui a permis de régler, et ce n'est pas rien quand même, une controverse qui existait depuis très très longtemps, puisque avant nous, il me semble, personne n'avait jamais établi scientifiquement, avec autant de précision, la notion d'écart de voix en contentieux électoral des élections législatives. Et donc, ça montre bien qu'avec une perspective authentiquement interdisciplinaire et collective, on peut produire des résultats scientifiques puissants qu'on ne serait jamais arrivé à produire tout seul. Mesdames. Allez, Madame Leteux, par exemple. Oui, je veux bien prendre la suite, donc je vais tout à fait dans le sens de Romain. Je pense qu'on a vraiment travaillé de manière interdisciplinaire en se complétant vraiment les uns des autres. Donc pour ma part, sur la partie statistique, en faisant un certain nombre de diagrammes, etc., on a pu en fait détecter des données qui étaient un peu, pas aberrantes, mais disons atypiques, et on a pu aller repérer en fait des failles qu'il y avait dans les données, et ensuite revenir du côté informatique pour voir pourquoi telle et telle donnée n'avait pas été intégrée, celle qui nous manquait, celle qui était étrange. Et donc on a beaucoup interagi de côté, au moment de la construction de la base de données, la statistique nous a servi à détecter en fait des problèmes. Et ensuite, quand dans la partie interprétation, clairement, il nous fallait un vrai regard juridique sur les données qui étaient atypiques. Et là, l'interaction aussi a été très, très fructueuse de notre point de vue. Madame Afsaoui ou Madame Bligny? Madame Bligny. Oui, donc je rebondis sur ce qu'ont dit Frédéric et Romain. C'est vraiment le côté interdisciplinaire qui est très, très intéressant. Voilà, pour moi, appliquer des méthodes informatiques et de modélisation à un domaine que je ne connaissais pas beaucoup, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Parce que pour intégrer correctement les données, il faut quand même un petit peu les comprendre. Et quand on n'a jamais lu de décision de justice de sa vie, ce n'est pas forcément immédiat. Mais donc, voilà, j'ai appris plein de choses. Donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant d'appliquer l'informatique à des domaines variés. Et voilà, c'était la découverte du droit pour moi. Après, d'un point de vue plus précis en termes de base de données, il y a des possibilités derrière, éventuellement, d'utiliser des nouveaux types de bases de données, les bases vectorielles. Peut-être que ça donnerait des facilités, des bons résultats pour la partie IA. Il y a des pistes à creuser que je trouve très intéressantes aussi, et j'espère avoir le temps de me pencher un petit peu sur ces questions. Voilà. Merci. Alors, je pourrais plaisanter en disant que vous ayez été obligé de lire des décisions de justice, c'est une légitime revanche du juriste qui passe son temps à devoir comprendre les arts techniques des autres disciplines. Mais de manière beaucoup plus réelle et positive, on ne fait bien du droit que quand on comprend ce que va vous expliquer l'écologue, l'ingénieur, le sociologue et le financier. Et je suis persuadé qu'il en va de même dans vos métiers. Et c'est en cela qu'effectivement, la pluridisciplinarité est un joli leitmotiv, mais elle n'a de sens que quand on glisse vers l'interaction beaucoup plus intriquée que vous avez réussi à faire ensemble, et ça a l'air passionnant. Et Madame Afsaoui, le mot de la fin sera pour vous, je crois. Merci. Je rejoins la totalité des propos de mes collègues sur l'intérêt de la pluridisciplinarité, d'autant que j'ai la particularité de commencer, en tout cas d'espérer commencer ma vie de chercheuse avec un projet interdisciplinaire, ce qui permet, je trouve, de pointer l'intérêt et les limites de chacune de ces méthodes qu'on ne comprend et qu'on ne connaît vraiment que lorsqu'on discute avec les spécialistes de ces approches. Et lire un article qui me donnait un pourcentage sur ces méthodes n'a rien à voir avec discuter avec les personnes qui les maîtrisent jusqu'au bout et en comprendre véritablement les imbrications, la portée réelle ainsi que les limites pour ne pas en tirer un autre sujet. Mais je dirais que mon véritable apprentissage
original par rapport à ça, c'est le temps derrière l'automaticité des outils informatiques dont on ne se rend pas forcément compte lorsqu'on fait une recherche sur une base de données juridique ou lorsqu'on a un résumé autre, mais c'est un temps qui est assez monstrueux en réalité, passé à faire un travail qui demande des ressources intellectuelles, mais qui n'est pas intellectuellement excitant et qui est encore moins rapide à faire. Et pourtant, à la fin, on a un résultat merveilleux, mais ce résultat est chronophage. Il y a un domaine où on aurait bien besoin de la même démarche, mais qui serait absolument monstrueuse, c'est sur la notion de bouleversement de l'économie générale du contrat en droit des contrats publics, mais qui nécessiterait non seulement de regarder les décisions de justice, mais d'avoir les agrégats de base pour les contrats et les avenants en cause. Et ce n'est qu'à ces conditions-là qu'on pourrait faire un travail ressemblant à quelque chose. Et là, les données seraient vraiment des données massives. Mais c'est un domaine où on écrit et on lit beaucoup de bêtises, alors qu'on est sur une appréciation au cas par cas, mais on sent bien qu'il y a également quelques grandes lignes, mais qu'on finit par sentir intuitivement après avoir lu la 150e décision en la matière. Donc, si vous ne savez pas quoi faire dans la prochaine décennie. Bon, merci en tout cas à tous, c'était vraiment passionnant. Au revoir. Merci à toi. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Thierry.